Faire de l'habitat des seniors une politique transversale et coordonnée. On a compris que c'était un petit sujet. Et pour cette table ronde, donc, nous avons, c'est vrai que c'est moi qui suis à la manette, 3 intervenants. Elisabeth Lefranc, il y a une petite faute de frappe, qui est élue à la ville de Nantes et qui est élue communautaire. Madame Lucas, donc, qui interviendra au nom de la métropole de Lyon. Et Madame Angélique Giacomini, donc directrice déléguée au réseau francophone des villes amies des aînés. Et donc, ils vont intervenir toutes les 3 en distanciel. Je vais peut-être me mettre du coup un peu plus au milieu de la scène pour qu'elle soit totalement dépeuplée. Comment? Oui. Et j'accueille d'ailleurs aussi Rosine, excusez-moi, Conan, notre directrice générale, qui interviendra en clôture en fin de cette table ronde. Pour parler un petit peu dans cette table ronde, la question de la transversalité que suppose la mise en œuvre de politiques de l'habitat dédiées aux seniors, et peut-être commencer donc par l'intervention de Madame Lefranc. Peut-être on l'a vu, hein, le statut de métropole favorise une convergence de la compétence habitat avec d'autres compétences. La métropole nantaise, elle a intégré celle relative à la longévité. Pouvez-vous nous présenter du coup comment la transition démographique, sa prise en compte, a conduit à l'élaboration d'actions et de dispositifs transversaux au sein de votre collectivité? Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci pour l'organisation de cet échange, la restitution de l'étude qui était fort intéressante, et puis les différents intervenants aussi. Moi, j'ai noté quelques témoignages, expérimentations qui m'intéressent fort. Donc, je suis ravie d'avoir été disponible pour écouter l'intégralité. Juste un petit rappel en guise d'intro, c'est que, et qui est d'ailleurs aussi une de nos difficultés, c'est qu'on parle bien de 2 ou même 3 générations. C'est comme si on devait travailler sur résoudre les questions de l'habitat pour les 20-50 ans, avec toutes les nuances que ça représente. Là, c'est les 60-90 ans, avec toutes les nuances que ça représente. Et moi, je raisonne souvent d'ailleurs plutôt pour m'aider à visualiser le parcours, à mieux comprendre aussi les différentes appétences. Je raisonne sur les périodes de naissance, en faisant vraiment une distinction entre les personnes qui sont nées avant-guerre, ou même encore un peu pendant la guerre, et les générations qui sont nées après. On voit bien que celles qui sont nées avant-guerre, c'est les plus âgées d'aujourd'hui, et celles qui sont nées après sont les plus nombreuses, et celles qui vont être les plus nombreuses dans les prochaines années. Puis je voulais faire dans ce que vous avez présenté à différents niveaux et qu'on ressent sur le terrain, ces dernières années, on voit 2 évolutions. On voit le fait que les nouvelles générations de seniors souhaitent choisir, souhaitent donner leur avis, alors pas partout sur les territoires, je l'entends bien, mais souhaitent avoir leur mot à dire sur leur manière d'habiter dans l'avenir, et donc se saisissent un peu plus qu'auparavant de la question de l'habitat, sont souvent à l'origine de nouveaux projets, d'initiatives. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on ne voyait pas il y a encore 15 ans, mais qu'on voit maintenant un petit peu plus. Puis la deuxième réflexion que vous avez évoquée lors de la restitution de l'étude, et que moi, je n'avais pas complètement intégrée et que j'entends bien creuser, c'est cette capacité à se projeter sur du locatif, qui est quelque chose de nouveau, puisqu'on sort un peu du modèle un peu sociétal classique de avoir sa résidence principale de façon à rester dedans ad vitam aeternam. Là, le fait que les seniors commencent à se projeter sur des modèles locatifs pour vieillir dans des conditions nouvelles, partagées, inclusives, participatives, etc., je trouve que c'est plutôt des signes très porteurs. Puis, alors par contre, je voudrais juste faire un petit point de vigilance, puis après je rentrerai promis dans la politique transversale, mais un petit point de vigilance que vous avez souligné, je suis ravie de l'entendre enfin, c'est de faire attention au discours qu'on peut entendre ici ou là concernant le niveau de ressources des seniors, nettement plus favorable que les autres catégories de population, etc. Moi, je rappelle toujours dans ces cas-là que les seniors, ils n'ont pas de perspective d'évolution de leurs ressources.
Ils ne vont pas reprendre un travail pour gagner un petit peu plus d'argent. Ils n'ont quasiment plus de perspective d'emprunt. Ça devient extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible. Ils ont souvent des dépenses, des postes de dépenses qui augmentent fortement, qui sont les dépenses de santé. Et j'inclus dedans l'augmentation des mutuelles, qui prennent des proportions assez importantes avec l'âge. Et puis, ils sont aussi, et ça, ça a une incidence sur le budget, ils sont aussi souvent aidants des jeunes générations et aidants des plus vieilles générations. Donc, ils sont au milieu de ces deux générations-là, et donc ça a des impacts sur leur budget. Tous ces éléments-là ne sont pas souvent pris en compte. Voilà, c'était ma petite intro. Maintenant, pour vous dire pourquoi et comment et qu'est-ce qui fait que notre métropole a pris en fait ce sujet à bras-le-corps et développe une politique très transversale, qui est d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, assez proche de ce qu'a décrit Madame Lucas sur la métropole de Lyon. Moi, j'ai retrouvé des similitudes assez fortes. Alors, nous, l'origine, elle est différente. L'origine de l'investissement de Nantes Métropole sur la question de la longévité, c'est d'abord le transfert, grâce à la loi NOTRe, de certaines compétences du département vers la métropole. À Lyon, c'est différent, c'est du fait de la structuration administrative des territoires, mais sur l'Ouest, sur le département 44 et avec la métropole, ça a été une volonté de transférer une partie des compétences du département à la métropole au moment de la loi NOTRe. C'est par exemple la métropole qui gère maintenant, qui copilote, qui coordonne les 8 clics métropolitains. Et le département a gardé les 13 autres clics qui sont sur les territoires, sur le reste du territoire départemental. Et puis, avec aussi ce transfert, la métropole de Nantes copilote avec le département la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Tout ça pour vous dire qu'on travaille vraiment main dans la main avec le département et que c'est nécessaire sur ces questions-là parce qu'ils sont quand même la première collectivité en matière d'action en faveur des personnes âgées et que voilà, c'est nécessaire de travailler avec eux et on travaille très bien ensemble. Et puis le deuxième critère qui a fait qu'on s'est investi, c'est l'adhésion au réseau francophone Ville Amie des aînés, dont Angélique pourra vous parler après, mais qui est une véritable aide lorsqu'on veut prendre cette dimension transversale des questions autour du vieillissement et notamment autour de l'habitat. Donc j'incite toutes celles et ceux qui nous écoutent à le faire. Voilà, Angélique, je l'ai dit. Et puis le troisième critère qui a fait qu'on s'est saisi de cette politique, c'est parce qu'on a organisé en 2019 un grand débat sur le territoire des 24 communes de la métropole, un grand débat sur les questions de longévité. Et ce grand débat nous a apporté énormément de matière qu'ensuite on a travaillé, mise en œuvre, et avec lesquelles on a créé ce qu'on appelle une feuille de route longévité, puisqu'on a une direction de la métropole qui est la direction de la longévité. Et donc, on a créé une feuille de route longévité, un plan d'action, avec non seulement les 24 communes de la métropole, mais aussi toutes les directions de la métropole. Les directions de la voirie, les directions de l'habitat, le PLH évidemment, les directions d'aménagement de l'espace public, les directions voilà, tout ce qui concerne les compétences un peu traditionnels de la métropole ont participé au travail de co-construction de cette feuille de route. L'idée derrière, c'était vraiment de diffuser, d'irriguer toutes les autres thématiques sur les questions du vieillissement, de façon à ce que, à tous les niveaux, maintenant, petit à petit, on prenne l'automatisme de se dire ce que je vais décider là, ce que je vais arbitrer là, est-ce que c'est favorable au vieillissement? Est-ce que ça va l'aider ou est-ce qu'au contraire ça peut créer un nœud, un blocage, une contrainte supplémentaire. Donc voilà pourquoi la métropole est engagée. Alors dans notre feuille de route longévité, je ne vais pas vous parler de tous les axes parce que là je suis encore là dans une heure, mais je vais vraiment faire le focus sur la partie concernant l'habitat, où on a mis l'accent sur deux ambitions principales qui est ce qu'on a développé tout au cours de cet après-midi, qui est accompagner le soutien à domicile, la première. La deuxième, c'est inventer, développer de nouveaux modes d'habiter. Et la troisième, soutenir les proches aidants. Et j'y reviendrai. Alors, sur l'accompagnement du soutien à domicile, ça touche évidemment à la fois le parc du logement privé et le parc du logement social. En matière de du parc de logement privé,
on a travaillé en fait en lançant un programme d'intérêt général, mon projet Rénov', c'était fin 2020. Et puis 2021, on a mis en place une plateforme territoriale de rénovation énergétique en lien avec la région. On a conventionné Nantes Métropole et l'ANA pour les propriétaires occupants aux revenus modestes pour soutenir la rénovation énergétique. Et évidemment, on est très en attente du futur programme MaPrimeAdapt', oui, MaPrimeAdapt', qui va, si j'ai bien compris, rassembler, simplifier l'accès à ces aides. Ensuite, on a, et ça va faire sourire Madame Lucas de Lyon, parce que vous appelez ça les petites maisons, nous on appelle ça le CREAT, c'est un centre de ressources en fait, en aide technique, mais qui fonctionne sur le même modèle d'appartement témoin, de maison témoin, puisqu'on a recréé toutes les pièces d'une maison. Et on a dans chacune de ces pièces présentes, et on continue à le faire d'ailleurs, à développer, on présente des aides techniques extrêmement pratico-pratiques pour faciliter la vie au quotidien. Aujourd'hui, on doit être à 280 aides techniques qui sont accessibles dans ce logement témoin, dans cette maison témoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également attaché à ce lieu qui est extrêmement utilisé, et par les professionnels, et par le public, et par les associations, et par les 24 communes, et même au-delà d'ailleurs des 24 communes, puisqu'on a des demandes qui viennent de tout le département. On a associé à ce lieu-là une démarche ergothérapeute. On a en fait recruté des ergothérapeutes qui ont deux missions, qui ont soit la mission d'aller sur les communes pour accompagner les collègues des 24 communes pour mettre en place de la formation auprès des personnes âgées, et ils ont également la mission d'aller à domicile des personnes âgées pour faire des diagnostics en fait de leur quotidien et pour voir comment les aider à améliorer le quotidien au sein des domiciles. Et on met en place aussi depuis peu un prêt de matériel ergo, donc pour faciliter la vie à domicile. Et donc tout ça, c'est évidemment amené à se poursuivre et à se développer. Alors ça concerne tout le logement, qu'il soit privé d'ailleurs ou dans le parc social. Concernant le parc social, on l'a élargi à la métropole. On l'avait d'abord expérimenté au niveau de la ville de Nantes, ce qu'on appelle les logements bleus, en fait, qui sont des logements qui au départ étaient ciblés habitat senior par le bailleur principal de Nantes, qui est Nantes Métropole Habitat, et qui sont adaptés au vieillissement des locataires. Et puis petit à petit, avec l'expérience, d'abord on a étendu à l'ensemble des bailleurs du territoire. On intervient pour soutenir les communes de façon à ce qu'elles puissent également proposer des logements bleus. Et puis surtout, on est rentré dans une gestion de flux et plus une gestion statique. Ce logement, il est dédié, il ne servira qu'à ça. Le logement, il peut évoluer, il peut passer ensuite à une famille et on retrouvera un autre logement pour une personne âgée ailleurs, etc. Donc, on a pas mal progressé. On a des ambitions assez fortes sur le nombre de logements bleus, sachant que, je ne sais plus qui l'a dit, c'était extrêmement important, que l'intérêt d'aménager un logement, c'est à condition qu'il soit dans un environnement aussi porteur, puisque avoir un logement bleu, s'il n'y a pas d'accès ascenseur ou s'il y a plus que 2 étages à monter à pied, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ça doit intégrer non seulement l'intérieur du logement, mais les parties communes et l'espace public autour du logement. Ça veut dire des commerces à proximité, ça veut dire un accès au transport en commun. Donc, c'est tout ce travail-là qui est fait avec aussi les autres directions de la métropole. Et qu'on retrouve d'ailleurs, et ça a été aussi évoqué par quelqu'un, au travers du PLH. Puisque dans le PLH 2021-2025, la métropole s'est engagée à promouvoir l'accessibilité pour tous les logements neufs sur les trois aspects, à l'intérieur du logement, l'accessibilité de l'immeuble et l'accessibilité dans sa dimension insertion à l'espace public. Donc ça, c'est extrêmement important. Pardon. Ensuite, le deuxième grand axe dont je vous parlais, c'est celui qu'on appelle inventer, développer les nouveaux modes d'habiter. C'est tout le travail qui est fait pour soutenir en fait les initiatives de tous ces nouveaux modèles qui existent, qui sont l'habitat intergénérationnel, participatif, inclusif. C'est vrai évidemment qu'on a
on a intégré la conférence des financeurs de l'habitat inclusif, qui, elle, du coup, est pilotée uniquement par le département. Et voilà, on est extrêmement moteur sur le sujet. Sur le troisième volet, qui est soutenir les proches aidants, là, c'est quelque chose qu'on avait démarré il y aura bientôt 15 ans, puisqu'on a inauguré en 2009 un lieu qui s'appelle la Maison des aidants, qui est un lieu d'information, d'écoute, d'accueil et d'accompagnement des proches aidants, qui au début avait juste une dimension communale sur la ville de Nantes et qui, forcément la demande étant ce qu'elle est, a pris une dimension métropolitaine et maintenant bénéficie de financement métropolitain. C'est vraiment un lieu qui répond à une demande très forte d'aide, d'écoute, avec séances d'écoute psychologique pour les aidants, avec proposition d'accompagnement vers des solutions de répit, avec formation, parce qu'il y a besoin de formation, et avec une dimension extrêmement importante qu'on essaye de travailler de plus en plus, qui est la prise de conscience que l'on est aidant. En fait, on n'a qu'une toute petite vision une toute petite proportion de personnes qui se considèrent comme aidantes. Alors qu'on a énormément de gens qui sont aidants et dont une grande partie de seniors dans la génération intermédiaire entre les jeunes seniors et les plus âgés. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la dimension transversale de la métropole de Nantes en matière de politique de l'habitat des seniors. Mais je me tais parce que sinon je peux continuer des heures. Vous êtes passionnant, donc on vous écoute mais c'est vrai que le temps file. Merci beaucoup pour ce retour, ce témoignage qui montre la transversalité, qui aussi, je trouve, parle quand même bien de l'histoire de ces différentes échelles dont on parlait, du bien vieillir, qui nécessite pour être piloté de porter de manière transversale. Et je crois que vos propos et votre expérience l'illustrent très bien. Merci beaucoup. On a une autre métropole avec qui on a déjà fait connaissance, métropole de Lyon, qui aborde aussi de manière transversale la politique du logement. Et Madame Lucas, c'est quand on en avait parlé, vous avez parlé du micro et du macro dans cette transversalité. C'est peut-être pourriez-vous du coup nous vous expliquer comment cette transversalité se traduit dans la politique mise en place par les métropoles, à la fois dans sa dimension micro et macro. Oui, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, la métropole réunit à la fois des compétences urbaines, d'habitat, de logement, et puis les compétences de la solidarité qui offrent des conditions extrêmement favorables pour l'articulation de ces politiques publiques. Donc le travail partenarial qui a été conduit a permis de réécrire une charte partenariale en faveur de l'adaptation des logements et qui a impliqué à la fois les services de l'État, les offices publics de l'habitat, Action Logement, la CARSAT, la GIRCARCO, également la Fédération des promoteurs immobiliers et d'autres acteurs. On s'est donné pour objectif de développer une offre de logement adaptée à la perte d'autonomie, donc qu'elle soit liée à l'âge ou à la situation de handicap de la personne, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, mais aussi dans le parc privé comme le parc public. Donc, cette charte, elle prévoit la création d'un certain nombre d'outils pour aider les partenaires à développer une production de logements adaptés. Donc, plusieurs outils ont été développés ou sont en cours de développement. Tout d'abord, un référentiel de travaux et d'adaptation qui vise à produire des logements bien aménagés. Donc, c'est un référentiel qui liste un certain nombre de travaux à réaliser dans des opérations neuves comme dans des opérations anciennes. Il oriente de l'adaptation des logements à réaliser avec différentes formes de handicap. Par exemple, on a des fiches destinées aux personnes malvoyantes, aux personnes de petite taille, ou bien aussi la manière dont on peut solliciter un ergothérapeute dans la conception des projets pour intégrer la question de la qualité d'usage et dépasser en fait la réglementation de l'accessibilité.
Parallèlement, donc, on a mis en place un outil cartographique des secteurs favorables au vieillissement qui a été réalisé par l'Agence d'urbanisme. Donc, initialement, c'est un outil qui a été pensé pour être un outil d'aide à la décision pour soit les collectivités, soit les opérateurs de logement. On s'aperçoit aujourd'hui, en fait, à l'utilisation de cet outil, qu'il est utilisé de manière plus large. Par exemple, il permet de mieux connaître le territoire et de porter à connaissance des habitants, des habitantes, un certain nombre d'équipements et de mieux cibler aussi certaines actions des collectivités. Donc, l'outil a été abordé en listant un certain nombre de services, d'équipements que les personnes âgées plébiscitent. Et ensuite, on a pu pondérer ces équipements ou ces services et de construire à ce moment-là une grille et venir définir en termes de cartographie et construire un indice qui permet de savoir quand un territoire, un secteur est mieux, en tout cas est plus favorable au vieillissement. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est en train de créer différents labels pour permettre un rapprochement de l'offre et de la demande. On est également en train de réaliser un document qui vient présenter l'ensemble des aides et des subventions mobilisables sur l'adaptation des logements, que ce soit pour les particuliers et pour les opérateurs. Enfin, là, on va travailler pour l'instant. Ces documents, ils ne sont pas accessibles ni sur une plateforme ni sur le site de la métropole. Du coup, on est en train de réfléchir à la création d'un espace, probablement sur le site internet de la métropole, pour rendre visibles ces différentes informations. Donc, au-delà de cette démarche partenariale, d'autres articulations sont en place. Il s'agit pour nous notamment de développer une grande diversité de formes d'habitat destinées aux personnes âgées ou personnes en perte d'autonomie d'une manière globale et pour répondre aussi aux différentes envies d'habiter sur le territoire. Donc, on peut retrouver de l'habitat inclusif, de l'habitat intergénérationnel et puis la manière dont on peut aussi soutenir des expérimentations pour accompagner les transitions, voire des innovations dans les nouvelles formes d'habiter de demain. Je vais peut-être citer deux cadres de travail, une manière de travailler l'habitat spécifique. Donc, on a mis en place une instance partenariale de travail sur l'habitat spécifique qui articule les projets d'habitat spécifique avec une meilleure prise en compte et une articulation des financements mobilisés, donc soit notamment dans le cadre des aides à la pierre, souvent on est dans le cadre de logements sociaux, mais encore pour voir comment est-ce qu'on peut mieux articuler aussi les projets sociaux spécifiques à ces programmes. L'idée étant d'aborder du conseil aux opérateurs le plus en amont possible. Un autre mode de travail qui est un groupe de travail logement de la Commission métropolitaine d'accessibilité et qui permet d'articuler nos démarches avec les associations représentatives des usagers, notamment des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un groupe de travail qui est à la fois groupe ressources, mais également qui oriente les choix de la collectivité. Par exemple, dans le cadre d'un livre blanc, nous avons intégré dernièrement des enjeux liés à une ville plus inclusive. Enfin, il est peut-être important de rappeler que un travail comme celui-ci n'est aussi possible que lorsqu'il y a un fort portage politique. Au niveau de la métropole, on a 2 vice-présidents qui sont très impliqués dans cette démarche. Le vice-président à l'habitat, au logement et à la politique de la ville et le vice-président donc à la santé, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Alors concrètement, comment ça se passe? On a une instance de pilotage interne à la métropole qui réunit ces 2 vice-présidents et les 2 directions concernées. Donc autour des questions de vieillissement, de logement et de handicap.
Un deuxième mode, c'est des comités de pilotage qui sont spécifiques à chacune des démarches et qui intègrent leurs partenaires privilégiés. Donc, on peut avoir, par exemple, le comité de pilotage de la charte pour l'adaptation des logements qui associe le vice-président en charge de la santé et des personnes âgées. On a également donc le pilotage de la commission métropolitaine d'accessibilité qui implique les différents vice-présidents concernés dans chacun des groupes de travail thématiques. Et donc, le président du GT Logement et le vice-président en charge des politiques de l'habitat. Sa participation est assez régulière, 1 à 2 fois par an, et permet donc un temps d'échange avec les associations pour mieux prendre en compte donc, les enjeux et les porter dans la thématique. Donc, c'est le cas notamment de l'inscription d'un projet dans le livre blanc, mais on le voit aussi après, ça nous a facilité les partenariats avec la Fédération des promoteurs immobiliers et aujourd'hui, par exemple, de développer des projets avec l'école d'architecture, avec l'école supérieure des promoteurs immobiliers. Voilà un petit peu la manière dont ça peut se mettre en place à l'échelle de la métropole de Lyon. Merci beaucoup. Donc, vous illustrez effectivement l'importance. Le fait peut-être que le statut de métropole est aidant pour la convergence, mais on voit bien quand même que ça nécessite avec une politique transversale et peut-être aussi insister sur l'importance du portage d'une politique, d'une telle transversalité qui permet de développer l'ensemble des actions que vous évoquiez. Je me tourne peut-être pour terminer ce tour de table, ce tour d'écran, vers Madame Giacomini, qui est donc déléguée générale au réseau francophone des villes amies des aînés, qui apporte, Madame Lefranc l'évoquait tout à l'heure, et d'autres élus nous l'avaient évoqué aussi lors des entretiens qu'on avait fait dans le cadre de l'étude. Finalement, l'ingénierie que vous apportez aux collectivités qui souhaitent mieux inclure la question des seniors dans leurs différentes politiques. Peut-être du coup, je vous laisse rebondir sur ce constat et pour nous présenter la manière dont le réseau francophone accompagne les collectivités. Oui, merci. Peut-être juste, ouais, en effet, en introduction, revenir sur ce qu'est le réseau francophone des villes amies des aînés avant de rentrer vraiment sur le sujet de l'habitat en tant que tel, mais déjà m'excuser de ne pas être parmi vous en présentiel. Alors, je crois qu'on aurait bien aimé les unes et les autres être avec vous. C'est aussi le charme d'être dans les territoires et de ne pas toujours pouvoir rejoindre la capitale. Mais je suis heureuse de pouvoir malgré tout m'exprimer parce que la source du réseau Villes Amies des aînés, c'est de sortir ce sujet du vieillissement, des milieux qui ont l'habitude d'en parler, du médico-social, et venir discuter avec vous de ces sujets. C'est vraiment important pour casser les silos dont on parle si souvent. Donc notre réseau, il est affilié au réseau OMS des villes et communautés amies des aînés, puisque la démarche Amies des aînés a été initiée au niveau mondial. On réunit aujourd'hui 280 adhérents. Donc, ils sont principalement des collectivités françaises. On a aussi des collectivités d'autres pays, mais c'est principalement des collectivités françaises, de la plus petite commune à la plus grosse, puisque c'est Paris, mais aussi les autres échelons territoriaux, puisqu'on voit bien, on l'a entendu en fait dans les différents échanges qu'on a eus tout au long de l'après-midi. Il y a finalement la nécessité d'une implication des différents échelons territoriaux pour avoir une complémentarité dans les compétences et pouvoir toucher aux différents sujets qui font le territoire et qui font la vie quotidienne des habitants, et en particulier pour ce qui nous concerne des habitants âgés. Donc, on a aussi des intercos, des conseils départementaux et la première région qui vient de nous rejoindre, la Nouvelle-Aquitaine, pour travailler autour de ces différents sujets, puisque en fait, dans cette démarche Amies des aînés, il y a vraiment cette notion de transversalité qui fait qu'on a 8 thématiques
autour desquels on travaille et autour desquels on encourage les collectivités à travailler, des thématiques qui touchent à la fois à l'environnement social et à l'environnement bâti. Et donc, l'habitat est l'une de ces 8 thématiques aux côtés de la mobilité, des espaces extérieurs, mais aussi de la culture, de la participation citoyenne ou encore du lien social. Donc voilà, c'est l'un des 8 thèmes sur lesquels on avance, qui a d'ailleurs été un thème majeur pour nous en 2021. On a pas mal travaillé le sujet. Donc voilà, on a toujours plaisir à l'aborder. Vous dire aussi que tout type de territoire, finalement, est confronté à ce sujet du vieillissement et bien sûr à celui de l'habitat. On a beaucoup parlé des petites villes de demain. Je reviens de 3 jours avec eux pour un atelier in situ et le réseau francophone a plaisir à être centre de ressources pour ces programmes. C'est le cas aussi avec Action Cœur de Ville. On a entendu aujourd'hui les annonces gouvernementales à propos du lancement d'un nouveau programme autour des plus petits villages et j'espère que le vieillissement en fera aussi partie. Ça semble aujourd'hui assez légitime. Et donc, ce réseau francophone qui est né il y a un peu plus de 10 ans a lancé, il y a maintenant 1 an et demi, le label Amis des aînés, qui est vraiment une démarche qualité, puisque la démarche Amis des aînés, en fait, c'est de la méthodologie de projet pour accompagner les collectivités sur un état des lieux de territoire, sur un diagnostic participatif avec les habitants, pour mieux comprendre les ressources locales, les obstacles également, et construire un plan d'action transversal pour améliorer le territoire et in fine la société, et les rendre plus intergénérationnels dans le sens du vivre ensemble entre générations. Je précise d'ailleurs que la ville de Nantes est labellisée et que la ville de Lyon est en route vers le label, donc c'est un label qui fait son chemin. Vous dire également, juste pour conclure, mais parce que ça me semble important en termes d'information, que le réseau porte également le fonds d'appui pour des territoires innovants seniors et donc il apporte en fait un soutien en termes de subventions aux collectivités, soit pour monter des projets, soit pour avoir accès à de l'ingénierie. Et on l'a entendu là aussi tout au long de l'après-midi, les collectivités réclament du soutien en termes de ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient financières, qu'elles soient en termes d'énergie aussi. Et c'est vraiment un support important pour faire avancer autour de ces sujets. Merci. Et puis, vous aviez... Nous, on a mis en évidence dans notre étude l'importance de rendre les seniors, joli lapsus, acteurs et prescripteurs de leur habitat. Et vous avez fait des concertations dans le cadre de votre réseau avec les seniors. Et finalement, quel retour pouvez-vous nous en faire ? Oui, alors déjà, merci pour la brillante synthèse de votre étude qui était vraiment très, très intéressante. Et on entend beaucoup de choses que vous dites qu'on retrouve aussi effectivement dans la parole des aînés consultés et les retours des collectivités. Alors là, effectivement, on a publié le premier baromètre des villes amies des aînés qui s'appelle « Ce que veulent les vieux ». Vous pouvez le retrouver sur le site internet du réseau ou dans le numéro spécial de la Gazette des communes du mois dernier. En fait, l'idée, c'était d'aller regarder, en fait, puisque les villes amies des aînés sont obligées de passer par le diagnostic participatif et d'aller consulter les habitants pour aller comprendre ce qu'ils veulent pour continuer à vieillir heureux dans les territoires. Nous, on allait éplucher en fait les synthèses de ces diagnostics participatifs et on en a extrait les demandes majoritaires des aînés dans tout type de territoire. Alors, c'est assez intéressant parce que donc, juste pour extraire la partie habitat, puisqu'on l'a fait donc, sur les 8 thématiques de la démarche Amis des aînés, mais sur la thématique de l'habitat en particulier, alors on a pas mal de choses sur la notion de parcours résidentiel, comprendre l'offre de choix, être informé, avoir une plus grande offre, ça c'est vraiment un sujet. Mais ce qui ressort le plus, et je trouve que c'est intéressant, les 2 actions qui émergent principalement, c'est avoir accès à une conciergerie pour des petits travaux dans l'avancée en âge. On commence à en voir émerger de plus en plus dans les territoires. Et puis, avoir une meilleure information concernant l'adaptation de son logement. Et en fait, ce qu'on entend derrière ces 2 demandes, c'est l'idée du maintien à domicile et de pouvoir rester chez soi. Comment est-ce que je peux adapter mon logement et comment je peux avoir des petites aides ponctuelles pour continuer à vivre avec un bon confort de vie dans mon logement. Donc, c'est assez intéressant. Et ce que ça montre aussi par rapport aux politiques actuelles qu'on mène, on entend
beaucoup parlé d'habitat inclusif, d'habitat intermédiaire. On sait tout l'intérêt que ça a. C'est vraiment des types d'habitat très précieux pour donner aussi des alternatives entre le domicile classique et l'EHPAD. Mais ce qu'on continue à entendre malgré tout, c'est qu'une grande majorité des gens continueront à vieillir dans du logement ordinaire, a priori. Donc finalement, le sujet qui se pose, c'est à la fois sur le nouveau bâti et sur l'existant. Donc, comment est-ce qu'on travaille effectivement le PLH? Alors, vous en avez parlé les unes les autres. Il ne faut pas croire que c'est évident pour tous les territoires. Vous êtes aussi des territoires qui avaient beaucoup travaillé ces sujets-là de longue date et qui est impliqués autour de ces sujets. Mais intégrer la notion du vieillissement dans le PLH en sortant des idées un peu préconçues qu'on peut avoir et quelquefois même de confusion avec la perte d'autonomie ou le handicap, ce n'est pas évident. C'est un travail de longue haleine. Et quand on parle de transversalité, il y a des chantiers qui s'offrent à nous. J'entendais tout à l'heure Madame Lucas donner des nouvelles de la charte Rhône Plus, dont je suis absolument fan. Je ne savais pas qu'elle existait encore, je me souviens d'elle au moment de l'OPAC du Rhône, effectivement. Pourquoi? Parce que l'idée de cette charte Rhône Plus, c'était de dire finalement, qu'est-ce qui fait d'un habitat qui peut être adapté aux aînés, en sortant un peu de l'idée préconçue que c'est simplement un habitat adapté PMR à proximité des services et des commerces, qui est souvent un raccourci encore bien fréquent. Je rappelle que les vieux ne sont pas handicapés et que même s'ils venaient à le devenir, peut-être que la notion de modularité serait plus intéressante à creuser. Voilà, je ne m'appesantis pas sur le sujet, mais c'est vraiment important et intéressant. Et puis, il va y avoir aussi, donc, en dehors du neuf et des nouvelles choses qui vont arriver dans les territoires, toute la partie effectivement d'adaptation avec MaPrimeAdapt qui va être malgré tout une petite révolution, ne serait-ce qu'en termes de lisibilité et d'accès aux offres. Et puis, il restera aussi un sujet sur l'adaptation du parc social qui est important aussi. Mais tout ça, en fait, finalement, et peut-être que ça terminera cette longue séquence d'échanges qu'on a pu avoir cet après-midi, mais je crois que tout ça, ça fait écho à la capacité des gens à se projeter. Et ce qui est difficile, en fait, quand on vient parler d'habitat et de vieillissement, l'habitat, c'est ce qui touche finalement le plus à l'intime. Regardons-nous les uns les autres, comment est-ce qu'on choisit de rester dans notre logement, de ne pas avoir envie de le quitter, ou bien comment est-ce qu'on choisit un nouveau logement. En tout cas, pas seulement vis-à-vis de nos besoins, mais en tout cas aussi en fonction de nos envies et de la manière dont ils nous parlent. Donc, des fois, on prévoit que les personnes âgées, elles sont faites pour un 2 pièces et qu'elles n'ont pas besoin de plus d'espace. Et puis, en fait, on se rend compte que dans la réalité, elles choisissent des logements qui sont plus grands et qu'elles ont d'autres envies. Donc, c'est important de pouvoir l'entendre aussi. Mais plus largement, quand on parle de changer de domicile ou d'adapter son domicile, finalement, on pose aussi la question de est-ce que ça vaut la peine ? Combien de temps est-ce qu'il me reste à vivre? Est-ce que je vais en profiter? Et puis, quand on a 80 ans, on peut se poser cette question. Et en fait, on est aujourd'hui, en 2023, dans une situation inédite de l'histoire de l'humanité, où on n'a jamais autant vieilli, alors aussi loin dans l'âge et aussi nombreux dans les territoires. Et le sujet qui se pose, c'est comment est-ce qu'on investit cette nouveauté. On dit aujourd'hui qu'un bébé sur deux qui naît sera centenaire. Quand on parle d'arriver dans le vieillissement à partir de 60 ans, ça veut dire qu'il y a encore potentiellement 40 ans de vie. C'est même pas ce que j'ai vécu moi dans ma petite vie. Alors comment est-ce qu'on se l'imagine? Comment est-ce qu'on se projette individuellement et collectivement? Et sur le sujet de l'habitat, c'est finalement une question qui est importante, sachant que dans le bâti, en fait, c'est des choses qui mettent du temps à se mettre en place et que ce qu'on conçoit aujourd'hui, c'est déjà ce qui s'adresse aux gens de demain. Donc, comment est-ce qu'on vit cette nouvelle société de la longévité? Quels nouveaux repères on met en place? Et surtout, peut-être pour terminer, 2 mots qui sont importants pour nous, quels que soient les sujets qu'on aborde, c'est vraiment le sujet du plaisir et le sujet du choix. Et sur l'habitat, finalement, permettre aux gens, quand ils avancent en âge, d'avoir le choix dans le type d'habitat. Et je pense que sur la question d'habitat, ça se
pose plutôt en termes de bassin de vie. D'ailleurs, on voit des métropoles autour de la table, mais voilà, avoir une vision d'ensemble en termes de bassin de vie, c'est assez intéressant pour le territoire. Mais d'avoir aussi ce sujet du plaisir. Quand on parle de vieillissement, on entend beaucoup parler des besoins des personnes âgées, mais le plaisir et le goût de vivre dans l'avancée en âge et de continuer à trouver du sens au fait de vieillir, c'est vraiment fondamental. Et ce qu'on propose aux gens pour ça est essentiel. Donc, les politiques qu'on mène aujourd'hui feront aussi le confort de vie de demain. Merci beaucoup pour cette conclusion qui ouvre aussi plus largement sur la manière de changer de regard sur la vieillesse et positiver des choses. Je partage beaucoup de choses que vous avez dites. Et effectivement, les PLH ont encore beaucoup de chemin sur la partie prise en compte des besoins des seniors.